Je suis revenu pour mon gâteau et j'ai entendu mon mari parler avec ma meilleure amie, tu m'avais dit qu'elle était partie, ils étaient ensemble depuis 2 ans. J'ai fait semblant de ne rien savoir tout en enquêtant sur leurs mensonges et leurs trahisons. Je n'ai même pas réalisé que j'avais oublié le gâteau avant d'être à mi-chemin du retour. La fête d'anniversaire avait été un succès. Tout le monde me félicitait pour ma promotion, ma sœur Élise Moreau rayonnait de fierté en me tendant un cadeau enveloppé dans du papier bleu chatoyant. Tu l'as bien mérité, a-t-elle murmuré en me serrant fort dans ses bras. C'était une de ces soirées parfaites où tout semblait aller pour le mieux. Le genre qui arrive si rarement qu'on a envie de le mettre en bouteille et de le garder pour les jours difficiles. Mon mari Antoine Lambert était parti tôt, prétendant avoir un mal de tête qui le dérangeait toute la journée. Prends ton temps, avait-il dit en m'embrassant la joue. Profite de ta soirée avec ta famille. Je te verrai à la maison. Je n'y avais pas pensé à l'époque. Après 12 ans de mariage, on apprend à lire entre les lignes, et rien dans son ton n'avait déclenché d'alarme. Le gâteau était cher. Une création sur mesure de cette petite pâtisserie de la rue des Artisans dont tout le monde parlait. 3 couches de gâteau à la vanille et au rhum avec une garniture aux framboises. Recouverte d'un glaçage au beurre et de mon nom écrit dans une calligraphie élégante. Ma sœur avait insisté pour faire des folies, disant que devenir associé dans le cabinet d'avocats Valois et Associés méritait quelque chose de spécial. La moitié était restée intacte, soigneusement emballée pour que je l'emporte. Et je l'avais laissée sur le comptoir de la cuisine de ma sœur. Maudit soit, ai-je murmuré en vérifiant l'heure sur mon tableau de bord. 22h17, pas trop tard pour faire demi-tour et y retourner. Élise n'habitait qu'à 20 minutes et elle serait encore éveillée. J'ai fait un demi-tour au feu suivant et j'ai rebroussé chemin, l'appelant pour lui faire savoir que je revenais. Bien sûr, ma chère. A-t-elle ri. Je me demandais quand tu t'en rendrais compte. Je laisserai la porte d'entrée déverrouillée. Entre doucement car les enfants dorment. Je suis arrivé dans son allée à 22h38. La maison était presque sombre, à l'exception de la douce lueur provenant de la fenêtre de la cuisine. Je pouvais voir Élise s'agiter à l'intérieur. Probablement en train de nettoyer les derniers vestiges du désordre de la fête. J'ai coupé le moteur et j'ai marché doucement sur le chemin jusqu'à la porte d'entrée. La porte s'est ouverte avec un léger clic, et je suis entré, en essayant de faire du bruit. J'étais sur le point d'appeler Élise quand j'ai entendu la voix d'Antoine. Tu m'avais dit qu'elle était partie. Une voix de femme, pas celle d'Élise. Je me suis figé, ma main toujours sur le bouton de la porte. Antoine était censé être à la maison, dans notre lit. M'attendant. Que faisait-il ici? Et à qui parlait-il? Mon cœur s'est mis à battre si fort dans ma poitrine que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre depuis la cuisine. J'ai fermé la porte silencieusement derrière moi et je suis resté dans le couloir sombre, à écouter. Je pensais qu'elle était partie, a répondu Antoine. Sa voix basse et intime d'une manière qui m'a donné des frissons. Elle a appelé pour dire qu'elle avait oublié le gâteau. Je dois y aller. Ne pars pas, a dit la femme. Nous n'avons presque jamais de temps seuls. J'ai reconnu cette voix. La reconnaissance m'a submergé comme une vague, me laissant étourdi et désorienté. Léa Bernard. Ma meilleure amie depuis la faculté, la femme qui avait été ma demoiselle d'honneur à mon mariage, la marraine de ma nièce. La personne que j'appelais quand Antoine et moi avions une autre première grosse dispute, qui m'avait écouté et m'avait convaincu de régler les choses avec lui. Je voulais me précipiter dans la cuisine et les confronter. Je voulais crier, jeter des choses et exiger des réponses, mais un instinct m'a retenu. M'a gardé ancré sur place dans l'ombre du couloir. Cela devient trop compliqué, disait Antoine. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer ainsi. Tu dis ça depuis 2 ans. A répondu Léa, une pointe d'amertume dans le ton. 2 ans. Les mots ont résonné dans ma tête, rebondissant jusqu'à ce qu'ils perdent tout sens. 2 ans. Mon mari et ma meilleure amie me trahissaient depuis 2 ans. J'ai dû faire un petit bruit car ils se sont tous deux tus soudainement. J'ai entendu une chaise gratter le sol. Bonjour. A appelé Antoine. Y a-t-il quelqu'un? J'aurais dû avancer. J'aurais dû me révéler, mais au lieu de cela, je me suis retourné et je suis ressorti par la porte d'entrée. La fermant aussi silencieusement que possible derrière moi. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, tâtonnant avec les clés. Mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact.
Alors que je m'éloignais du trottoir, j'ai aperçu Antoine dans l'embrasure de la porte, regardant dans la nuit. Je me suis baissé instinctivement, bien qu'il fasse trop sombre pour qu'il me voie. J'ai conduit 3 pâtés de maison avant de m'arrêter, mon corps tremblant de manière incontrôlable. Les larmes coulant sur mon visage. Mon téléphone a sonné avec un message texte. « Élise, tu as eu le gâteau ?» J'ai cru entendre la porte tout à l'heure, mais quand je suis descendu, il n'y avait personne. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas lui dire ce que je venais de découvrir dans sa cuisine. Pas encore. Pas avant d'avoir compris ce que j'allais faire. Parce qu'une chose était parfaitement claire. Ma vie parfaite venait de se briser en 1 million de morceaux. Et je n'avais aucune idée de comment la reconstituer, ni si je voulais même essayer. Antoine et moi nous sommes rencontrés à une pendaison de crémaillère d'un ami commun il y a 13 ans. Je m'en souviens clairement. Je me tenais près de la table des collations, me demandant si la trempette à l'aspect douteux valait le risque quand quelqu'un m'a tendu la main pour prendre une chips. « Je ne le ferai pas », a-t-il dit. La cuisine de Jean devrait être accompagnée d'un avertissement. J'ai levé les yeux pour me retrouver à fixer les yeux marrons les plus chauds que j'ai jamais vus. Antoine était grand, aux cheveux sombres et arborait un sourire qui faisait plisser les coins de ses yeux d'une manière qui semblait incroyablement charmante. Nous avons passé le reste de la soirée dans un coin à parler de tout, de nos livres préférés à nos souvenirs d'enfance les plus embarrassants. Notre cour était un tourbillon. 6 mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. 1 an plus tard, il a fait sa demande sur un ferry, traversant la Seine au coucher du soleil. Le mariage était petit, mais parfait. Avec seulement des amis proches et la famille sur la plage en Bretagne. Léa a attrapé le bouquet, me disant en plaisantant qu'elle était la prochaine. Bien qu'elle n'ait jamais été du genre à se caser. Quand je trouverai ce que toi et Antoine avez, m'a-t-elle dit. Alors j'y penserai. L'ironie de cette déclaration me donnait envie de crier maintenant. Dans ces premières années, Antoine et moi étions inséparables. Nous finissions les phrases l'un de l'autre. Rions des mêmes blagues, construisions nos vies autour des rêves de l'autre. Je l'ai soutenu pendant ses études de médecine, travaillant des heures supplémentaires au cabinet pour nous faire vivre. Il m'a encouragé dans ma difficile ascension vers le poste d'associé. Nous étions une équipe incassable, ou du moins je le croyais. Avec le recul, je peux voir les premières fissures apparaître il y a environ 3 ans. De petites choses. Antoine travaillant plus souvent tard. Être distrait quand nous étions ensemble. Son téléphone toujours face cachée sur la table. Mais j'étais occupé aussi, plongé dans une affaire de haut profil qui pouvait faire ou défaire ma carrière. Il était facile de négliger mes inquiétudes, d'attribuer la distance croissante entre nous à nos emplois du temps chargés. Léa était là pendant tout ce temps. Elle m'apportait du café pendant les longues nuits au bureau, écoutait mes inquiétudes concernant mon mariage, m'assurait que tous les couples traversaient des périodes difficiles. « Il t'adore » disait-elle. N'importe qui peut le voir. Dormait-elle déjà avec lui à ce moment-là? Me consolait-elle au sujet de mon mariage troublé tout en contribuant activement à sa destruction? La pensée me donnait la nausée. Je me suis assise dans ma voiture devant la maison d'Élise, essayant de reconstituer un calendrier. Quand cela avait-il commencé? Comment avais-je manqué les signes? J'ai parcouru mon téléphone, regardant des photos des 2 dernières années, à la recherche d'indices que j'aurais pu négliger. Là, une photo de Noël dernier. Antoine et Léa côte à côte lors de la cérémonie d'illumination du sapin au centre-ville. Rien de suspect, mais en y regardant maintenant, je pouvais voir une certaine tension dans leur posture. Une distance prudente maintenue qui semblait calculée plutôt que naturelle. Et une autre du barbecue de la fête nationale d'Élise l'été dernier. Léa était arrivée en retard, prétendant des problèmes de voiture. Antoine s'était proposé de l'aider plus tard. S'étaient-ils enfuis ensemble pendant les feux d'artifice? Je me souvenais l'avoir cherché et que quelqu'un m'avait dit qu'il était allé chercher de la glace. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le nom d'Antoine s'est affiché à l'écran. J'ai refusé l'appel, puis j'ai regardé un message texte apparaître. Où es-tu? Je suis à la maison. Tu es retourné chez Élise pour le gâteau. Donc, il savait que j'avais oublié. Léa avait-elle appelé pour le prévenir que je pourrais revenir? Est-ce pour cela qu'il essayait de partir quand je suis arrivé? Mon téléphone a sonné à nouveau.
Élise, cette fois. Salut. Ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. Tu as eu le gâteau, elle a demandé. J'ai cru entendre la porte tout à l'heure, mais quand je suis descendu, il n'y avait personne. Non. Désolé. J'ai décidé que je n'en avais plus besoin après tout. Je suis presque à la maison. Oh, dit-elle, confuse. Bon, d'accord. Antoine vient d'appeler à ta recherche. Il semblait inquiet. Mon téléphone était en silencieux, ai-je dit. Je vais l'appeler. Tout va bien, m'a dit. Tu as l'air étrange. Juste fatigué, ai-je dit. Ça a été une longue journée. Une bonne journée. Mais longue. D'accord, repose-toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone. 3 appels manqués d'Antoine maintenant et un autre message texte. S'il te plaît. Appelle-moi. Je suis vraiment inquiète. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé son numéro. M'a dit. Il a répondu à la première sonnerie. Où es-tu? Je t'appelle. Je sais. Je l'ai interrompu. Je suis retourné chez Élise pour le gâteau, mais j'ai changé d'avis. Je rentre à la maison maintenant. Une pause. J'ai presque pu l'entendre essayer de comprendre si je savais, si je les avais entendus. D'accord, a-t-il dit finalement. Conduis prudemment. Je te vois bientôt. En fait, ai-je dit? Les mots se formant avant même que je ne réalise ce que je disais. Je pense que je vais prendre un hôtel ce soir. Quoi? Pourquoi? J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à nous. Une autre pause, plus longue cette fois. Que se passe-t-il, m'a dit? Je pense que tu sais, ai-je dit et j'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner, mais je l'ai éteint. Je ne pouvais pas lui parler maintenant. Je ne pouvais pas écouter ses excuses ou ses mensonges. J'avais besoin de temps pour assimiler, planifier, décider de la suite. Car une chose était parfaitement claire. Rien ne serait jamais plus pareil. Je ne suis pas allé à l'hôtel cette nuit-là. Je suis allé à mon bureau à la place. Utilisant ma carte d'accès pour entrer dans le bâtiment vide. Le gardien de sécurité m'a fait un signe de tête en passant, habitué à voir des avocats travailler à toute heure. Mon bureau était au 23e étage avec une vue sur la ligne d'horizon de la ville qui me réconfortait habituellement. Cette nuit-là, elle me faisait seulement me sentir petite et seule. J'ai dormi sur le canapé en cuir dans le coin, en utilisant mon manteau comme couverture. Quand je me suis réveillé, raide et désorienté. La première lueur de l'aube filtrait par les fenêtres. Mon téléphone, que j'avais rallumé quelque part dans la nuit, affichait 17 appels manqués. 12 d'Antoine, 3 de Léa et 2 d'Élise. Des douzaines de messages textes. Tous des variations sur où es-tu et nous devons parler. Je les ai tous ignorés et je suis allé à la salle de sport du bureau pour me doucher et me changer dans les vêtements de rechange que je gardais dans mon bureau en cas d'urgence. À 8 heures. J'étais à mon bureau, une tasse de café à la main, essayant de me concentrer sur le travail pendant que ma vie personnelle s'effondrait autour de moi. Mon assistante, Jenna, est arrivée à 8h30. Surprise de me trouver déjà là. Vous êtes matinale, a-t-elle remarqué, posant une pile de dossiers sur mon bureau. Surtout après votre fête hier soir. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit. Ce qui n'était pas entièrement un mensonge. Quel est le programme aujourd'hui? Elle a énuméré une liste de réunions et de délais, dont aucun ne m'a vraiment enregistré. Mon esprit était ailleurs. Rejouant des extraits de la conversation que j'avais entendue. Tu dis ça depuis 2 ans. 2 ans de mensonges. 2 ans de trahison. Combien de fois Antoine m'avait-il dit qu'il travaillait tard alors qu'il était en fête avec elle? Combien de fois Élise et moi avions-nous déjeuné ensemble alors qu'elle portait le secret? Avait-il ri derrière mon dos? S'étaient-ils émerveillés de mon ignorance? Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine. Je suis dans le hall. S'il te plaît, descends. Nous devons parler. J'ai fixé le message, mon cœur battant la chamade. Il n'était jamais venu à mon bureau auparavant sans appeler d'abord. C'était une règle tacite entre nous. Le travail était mon domaine et il respectait cette limite. Jenna, ai-je appelé. Si mon mari monte, dites-lui que je suis en réunion.
Elle avait l'air confuse mais a hoché la tête. Bien sûr. 5 minutes plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. Madame Moreau, votre mari est là pour vous voir, a annoncé la réceptionniste. Je suis en réunion, ai-je répondu. S'il vous plaît. Demandez-lui d'attendre. J'ai terminé l'appel et je me suis retourné vers mon ordinateur, essayant de me concentrer sur le mémoire que je rédigeais. Mais les mots nageaient devant mes yeux. Dénués de sens et distants. Mon téléphone portable a vibré à nouveau. Antoine, je sais que tu n'es pas en réunion. S'il te plaît, m'a dit. 5 minutes. Je l'ai ignoré. Un autre message. Cette fois de Léa. Nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai failli éclater de rire. Pas ce que je pense. Qu'est-ce que ça pourrait bien être d'autre? La porte de mon bureau s'est ouverte et Jenna a montré la tête. Désolé de vous interrompre, mais votre mari insiste pour vous voir. Il dit que c'est une urgence. J'ai soupiré. Bien. Faites-le entrer. Antoine avait l'air terrible. Cheveux ébouriffés, yeux rougis, portant les mêmes vêtements que la veille. Il a fermé la porte derrière lui et est resté là, incertain. Tu nous as entendus, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui. Combien? Assez. J'ai gardé ma voix neutre. Professionnelle. C'était mon terrain et je ne me laisserai pas abattre ici. 2 ans, Antoine. 2 ans de mensonges en face. Il a eu un sursaut. C'est compliqué. Non, c'est en fait assez simple. Tu me trompes avec ma meilleure amie depuis 2 ans. J'ai souligné la période. Le regardant se contracter à nouveau. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es toujours là, pourquoi nous sommes toujours mariés. Si tu la voulais, pourquoi ne pas juste partir? Il a passé une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me faisait mal à la poitrine. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Eh bien, c'est malheureux parce que tu l'as fait. Asseyez-vous. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur la chaise en face de mon bureau. Tu as 5 minutes et ensuite j'ai une réunion. Il s'est assis, paraissant plus petit, en quelque sorte diminué. Je t'aime, m'a dit. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est une façon étrange de le montrer. C'est arrivé quand tu travaillais sur l'affaire Moreau. Il a dit que tu étais à peine à la maison. Quand tu l'étais, tu étais distraite, stressée. Léa et moi nous sommes rencontrés pour boire un verre un soir pour parler de ton anniversaire, et c'est arrivé. Les choses n'arrivent pas comme ça. Antoine. Tu as fait des choix. Tous les deux. Je sais. Il a baissé les yeux sur ses mains. Après cette première fois, nous avons convenu que c'était une erreur. Nous ne le referions pas. Mais ensuite, tu l'as refait. J'ai fini pour lui. Et encore, pendant 2 ans. Je voulais y mettre fin, a-t-il dit tant de fois. Mais Léa, a-t-il repris. Quoi? Léa quoi? Ai-je exigé? Elle a menacé de te le dire. De le dire à tout le monde. Elle a dit qu'elle ruinerait nos 2 vies. Je l'ai regardé. Essayant de concilier cette image de Léa avec la femme que je croyais connaître. Alors, tu dis qu'elle te faisait chanter pour continuer l'affaire? Il a hoché la tête misérablement. Et tu t'attends à ce que je le croie. J'ai secoué la tête. Même si c'est vrai, ce que je ne dis pas, tu avais toujours des options. Tu aurais pu me le dire toi-même. Tu aurais pu le devancer. J'avais peur de te perdre, a-t-il murmuré. Eh bien, ça a bien marché, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Le téléphone de mon bureau a vibré. La voix de Jenna est venue du haut-parleur. Votre rendez-vous de 9 heures est là. Je serai là tout de suite, ai-je répondu, puis j'ai regardé à nouveau Antoine. Le temps est écoulé. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé, l'air perdu. Maintenant, j'ai ma réunion, ai-je dit en me levant. Et tu vas où tu veux. Juste pas à la maison. Je ne veux pas que tu sois là quand je rentrerai ce soir. M'a dit, s'il te plaît. Non. Je l'ai interrompu. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et je ne peux pas le faire avec toi autour. Prends ce dont tu as besoin pendant quelques jours et va rester chez un ami. Un rire amer m'a échappé.
pas Léa, évidemment. Il s'est levé, tendant la main vers la mienne par-dessus le bureau. J'ai reculé. Je t'aime toujours, m'a dit, a-t-il dit à nouveau. Et je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé pendant plus d'une décennie. Cet étranger qui m'avait trahi de la pire des manières et n'a ressenti qu'une douleur sourde dans ma poitrine. Je ne pense pas que cela puisse être réparé, Antoine, ai-je dit doucement. Maintenant, s'il vous plaît, partez. J'ai du travail à faire. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau, fixant la porte. Me demandant comment il était possible de ressentir tant de choses et si peu à la fois. 3 jours se sont écoulés dans un brouillard de travail, de nuits blanches et d'appels téléphoniques évités. Je me suis lancé corps et âme dans mes affaires avec une férocité qui a alarmé même mes collègues les plus acharnés au travail. Je suis resté au bureau jusqu'à minuit, rentrant à notre maison vide. Antoine avait bien pris quelques vêtements et était parti, puis était revenu à l'aube. J'ai existé dans un état de détermination engourdi, refusant de ressentir le poids total de ce qui s'était passé. Le 4e jour, Élise s'est présentée à mon bureau, passant outre Jenna avec une autorité que seules les sœurs peuvent s'offrir. Bon. Ça suffit, a-t-elle dit en fermant fermement ma porte derrière elle. Tu ne réponds pas aux appels. Tu as l'air infernal et Antoine dort sur mon canapé. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé, assimilant cette nouvelle information. Antoine reste avec toi depuis mardi. Il est arrivé l'air d'un chiot perdu, disant que tu l'avais viré et que tu avais besoin d'espace. Elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi. Alors, tu vas me dire ce qui s'est passé, ou dois-je deviner? Il me trompe, ai-je dit d'un ton sec. Avec Léa. Le visage d'Élise a traversé une série rapide d'expressions. Choc, incrédulité, colère avant de se calmer sur une sorte de compréhension sombre. Cela explique certaines choses. Quelles choses? Elle s'est décalée inconfortablement. Juste des petites choses que j'ai remarquées. La façon dont ils semblent parfois avoir des blagues privées. Comment ils deviennent tous les deux bizarres lorsque certains sujets sont abordés. Elle s'est penchée en avant. Comment as-tu découvert? Je lui ai raconté que j'étais retourné chercher le gâteau. La conversation que j'avais entendue. Pendant que je parlais, la torpeur que j'avais cultivée commençait à se fissurer. Les émotions suintant à travers les fissures. 2 ans, maman. 2 ans qu'il me mente. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. J'ai passé une main dans mes cheveux. Un geste que j'avais inconsciemment adopté d'Antoine au fil des ans. Une partie de moi veut tout brûler, divorcer, la rayer de ma vie, recommencer ailleurs. Une autre partie. J'ai traîné. Ne sachant pas comment articuler la confusion que je ressentais. Il t'aime toujours, a terminé Élise pour moi. Est-ce pathétique? Après ce qu'il a fait? Elle a tendu la main et a serré la mienne. C'est humain. Tu n'arrêtes pas d'aimer quelqu'un simplement parce qu'il t'a blessé. Les cœurs ne fonctionnent pas comme ça. Il dit que Léa le faisait chanter pour continuer l'affaire. Qu'il voulait y mettre fin, mais qu'elle menaçait de les exposer tous les deux. Les sourcils d'Élise se sont levés. Tu crois ça? Je ne sais plus quoi croire. Je me suis affaissé sur ma chaise. Tout ce que je pensais savoir de ma vie semble être un mensonge. Eh bien, il y a un moyen de le découvrir, a dit Élise. Avec une lueur déterminée dans les yeux. Allons parler à Léa. Quoi? Non, je ne suis pas prête pour ça. Tu ne seras jamais prête, m'a dit. Mais tu as besoin de réponses. Et rester ici à éviter la situation ne te les apportera pas. Elle avait raison, bien sûr. Élise avait toujours été la plus confrontante des deux. Chargeant tête baissée dans des situations que j'aurais abordées avec prudence. D'accord, ai-je dit finalement, mais pas aujourd'hui. J'ai une déposition cet après-midi. Demain, alors? A déclaré Élise. Samedi. Pas d'excuses. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange soulagement d'avoir un plan, aussi intimidant soit-il. Demain. Après le départ d'Élise. Je me suis assise à mon bureau, repensant à l'affirmation d'Antoine concernant Léa. Cela pourrait-il être vrai? Cela semblait si hors de caractère pour la femme que je connaissais depuis 15 ans. La femme qui avait été mon roc pendant mes ruptures et mes crises de carrière,
qui m'avait tenu la main pendant les funérailles de notre mère et avait célébré chaque victoire, grande et petite. Mais là encore, coucher avec mon mari semblait aussi hors de caractère. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes messages. Des douzaines de Léa, chacune plus désespérée que la précédente. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. Je suis tellement désolé, m'a dit. S'il te plaît. Le dernier était arrivé ce matin. Je viens à ton bureau aujourd'hui. Nous devons parler. Comme appelé par mes pensées, il y a eu un coup à ma porte et Jenna a montré la tête. Léa Bernard est là pour vous voir. Dois-je la faire entrer? J'ai dit, me redressant et arrangeant mon visage dans ce que j'espérais être une expression d'indifférence froide. Léa est entrée prudemment. Comme si elle s'attendait à être jetée dehors à tout moment. Elle avait l'air presque aussi mal que je me sentais, les cheveux tirés en queue de cheval désordonnés, les yeux gonflés de larmes. Portant un jean et un sweatshirt plutôt que sa tenue habituelle soigneusement coordonnée. M'a dit, a-t-elle commencé, sa voix craquant sur mon nom. Assieds-toi, ai-je dit. Lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise que Élise avait quittée. Elle s'est assise au bord, comme si elle devait partir à tout moment. Pour avoir couché avec mon mari ou pour m'avoir menti en face pendant 2 ans, ai-je demandé, ma voix froide. Elle a eu un sursaut. Les deux. Tout. C'était une terrible erreur. Une erreur. C'est oublier de payer une facture ou envoyer un email à la mauvaise personne, ai-je dit. C'était un choix délibéré que tu as fait à plusieurs reprises. Je sais. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste expliquer. Antoine dit que tu le faisais chanter, les jeux interrompus. Qu'il voulait mettre fin à la liaison, mais que tu menaçais de les exposer tous les deux s'il le faisait. Est-ce vrai? Ses yeux se sont écarquillés de choc. Quoi? Non. Ce n'est pas vrai du tout. C'était lui qui voulait toujours continuer. Il disait qu'il allait te quitter. Qu'il lui fallait juste trouver le bon moment. Je me suis senti comme si j'avais été giflé. Il t'a dit qu'il allait me quitter. Elle a hoché la tête misérablement. Dès le début, il disait que vous vous étiez éloignés, que tu étais plus marié à ton travail qu'à lui. Il donnait l'impression que votre mariage était déjà terminé, sauf en nom. Et tu l'as cru. Ce n'était pas une question. Je voulais, a-t-elle admis. Je suis amoureuse de lui depuis ton mariage. M'a dit. J'ai tellement essayé de ne pas l'être, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et quand il a commencé à me faire attention, me disant qu'il ressentait la même chose. Elle a secoué la tête. Je sais que ce n'est pas une excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je l'ai regardée, cette femme qui avait été ma meilleure amie. Essayant de concilier la Léa que je connaissais avec celle qui était assise devant moi maintenant. Alors, lequel de vous deux ment? Toi ou Antoine? Je ne sais pas ce qu'Antoine t'a dit. A-t-elle dit, s'essuyant les larmes avec le dos de sa main. Mais je ne l'ai jamais menacé. En fait, c'est moi qui n'arrêtais pas de dire que nous devions y mettre fin ou te dire la vérité. C'était toujours lui qui avait des excuses pour expliquer pourquoi nous devions attendre. J'ai hoché la tête lentement, assimilant cela. Quelqu'un mentait. Peut-être tous les deux. Mais les histoires contradictoires me donnaient une image plus claire de ce qui s'était passé derrière mon dos. J'ai besoin que tu partes maintenant, ai-je dit finalement. M'a dit, s'il te plaît. Non. Je l'ai interrompu. J'en ai assez entendu. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Et je ne peux pas le faire avec toi assise ici. Elle s'est levée, hésitant un instant. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Tu méritais mieux de nous deux. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé sortir de mon bureau, emportant avec elle 15 ans d'amitié et de confiance. Après son départ, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Élise. Changement de plan. Je suis prête à parler à Antoine maintenant. Je suis rentré chez moi tôt ce jour-là. Quittant le bureau à 15 heures au lieu de mes départs tardifs récents. La maison semblait différente d'une manière ou d'une autre, immobile et vigilante, comme si elle aussi retenait son souffle. Attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis changé en jean et en pull, puis j'ai appelé Antoine. Peux-tu venir, ai-je demandé quand il a répondu. Nous devons parler.
Bien sûr, a-t-il dit, surpris et plein d'espoir. Je peux être là dans 20 minutes. Fen. J'ai raccroché sans dire au revoir. Pendant que j'attendais, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise à l'îlot de la cuisine en essayant d'organiser mes pensées. J'avais des questions. Tellement de questions. Mais je n'étais pas sûr d'obtenir des réponses honnêtes à aucune d'entre elles. Antoine et Léa avaient tous deux leur propre version de la vérité, chacun se dépeignant comme moins coupable. Comment étais-je censé savoir qui croire? La sonnette a retenti exactement 19 minutes plus tard. Antoine avait toujours été ponctuel. Il se tenait sur le seuil, l'air incertain. Un sac de voyage à ses pieds. Je ne suis pas sûr si je ne sais pas si tu voulais que je ramène mes affaires ou. J'ai reculé pour le laisser passer. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à l'îlot de la cuisine, le comptoir en granit étant une zone neutre entre nous. Il a décliné mon offre de boisson préfunctuaire. J'ai parlé à Léa aujourd'hui, ai-je dit sans préambule, son expression s'est contractée. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle te ment. J'ai pris une gorgée de mon vin. Elle dit qu'elle ne t'a jamais fait chanter. Que c'était toi qui continuais l'affaire, promettant de me quitter quand le bon moment serait venu. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Se recalibrant visiblement. Ce n'était pas comme ça alors. Comment c'était, Antoine? Parce que de mon point de vue. Il semble que toi et ma meilleure amie ayez eu une liaison derrière mon dos pendant 2 ans, et maintenant vous essayez tous les deux de vous rejeter la faute. Je ne la blâme pas pour la liaison. A-t-il dit rapidement. C'était de ma faute. J'en assume toute responsabilité. Mais elle m'a menacé quand j'ai essayé d'y mettre fin. Pas en toutes lettres, mais l'implication était claire. Et ce plan de me quitter? C'était aussi un mensonge? Il a hésité, ce qui était une réponse suffisante. Alors, tu la faisais marcher, ai-je dit. En lui promettant quelque chose que tu n'avais jamais l'intention de livrer tout en me trahissant simultanément. C'est une belle réussite, Antoine. Ce n'était pas comme ça, a-t-il répété. Passant une main dans ses cheveux. J'étais confus, malheureux. Tu étais tellement concentré sur le fait de devenir associé. Nous nous voyons à peine. Léa était là et c'était facile. Et j'ai fait une terrible erreur. Pendant 2 ans. Oui. Il a baissé les yeux sur ses mains. Pendant 2 ans. Nous sommes restés silencieux un moment. Le tic-tac de l'horloge murale marquant le temps d'une manière presque agressive. Pourquoi es-tu venu à mon bureau, ai-je demandé finalement. Pourquoi ne pas me laisser simplement l'espace que j'ai demandé? Parce que j'avais peur, a-t-il avoué, peur que si je te donnais trop de temps. Tu décides que notre mariage ne valait pas la peine d'être sauvé. Et est-ce le cas? La question flottait entre nous, lourde d'implications. Vaut la peine d'être sauvé? Je pense oui. A-t-il dit, croisant mon regard pour la première fois depuis son arrivée. Je t'aime toujours, m'a dit. Malgré tout, malgré mes erreurs, si tu es prête à essayer, je le suis aussi. Je l'ai regardé. Cet homme avec qui j'avais construit une vie, cet étranger qui m'avait trahi si complètement et j'ai essayé d'imaginer un avenir où nous dépasserions cela. Pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau? Pourrais-je le regarder sans voir l'ombre de Léa entre nous? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. En ce moment, je ne peux pas l'imaginer. Mais je ne suis pas prête à jeter 12 ans de mariage sans au moins essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le soulagement a envahi son visage. C'est tout ce que je demande. Une chance de te montrer que nous pouvons surmonter cela. Je ne promets rien, ai-je averti. Et j'ai des conditions. N'importe quoi. Premièrement, une honnêteté complète. Plus de mensonges. Même minime. Si je pose une question, je veux la vérité entière, même si ça fait mal. Il a hoché la tête. Bien sûr. Deuxièmement, une thérapie de couple commençant immédiatement. Oui. Je trouverai quelqu'un demain. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Lundi à 17h. Je t'enverrai l'adresse par message. Il a cligné des yeux, surpris par mon efficacité. Mais a de nouveau hoché la tête. Troisièmement, tu dors dans la chambre d'amis. Je ne suis pas prête à partager un lit avec toi. Compris. Et quatrièmement, ai-je continué. Tu dois trouver un nouveau travail.
Cela l'a pris au dépourvu. Quoi? Léa travaille dans ton hôpital. Je ne veux pas que tu la voies tous les jours. Mais j'y travaille depuis 8 ans. A-t-il protesté? Mes patients, mes recherches. Ce sont mes conditions, les jeux interrompus. Prends-les ou laisse-les. Il est resté silencieux pendant un long moment, pesant ses options. Finalement, il a hoché la tête. D'accord, je vais commencer à chercher des postes dans d'autres hôpitaux. Bien. Je me suis levé, signalant que la conversation était terminée. Tu peux ramener tes affaires demain. Ce soir, j'ai besoin d'être seul. Où dois-je aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, ma voix froide. Tu as eu 2 ans pour trouver tes arrangements de couchage. Je suis sûr que tu peux gérer une nuit de plus. Il a eu un sursaut à cette réplique cinglante, mais n'a pas discuté. Il s'est levé. Hésitant un instant. Merci, a-t-il dit finalement, d'être prêt à essayer. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé partir vers la porte, les épaules courbées par la défaite ou le soulagement. Je ne pouvais pas le dire. Après son départ, j'ai versé un autre verre de vin et l'ai apporté à l'étage dans la salle de bain. J'ai fait couler un bain chaud. Ajoutant les sels de bain chers que Antoine m'avait offerts pour Noël il y a 2 ans. Dormait-il avec Léa à ce moment-là? Avait-il acheté des cadeaux pour nous deux? En gardant soigneusement les reçus séparés? Je me suis plongé dans l'eau, laissant la chaleur pénétrer mes os, essayant de faire taire la boucle interminable de questions dans mon esprit. Je ne savais pas si je faisais la bonne chose, donner une autre chance à notre mariage. Une partie de moi voulait s'en aller, tout recommencer sans le poids de la trahison qui pesait sur moi. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de 13 ans d'histoire, d'amour, de partenariat et de rêves partagés, ne pouvait pas lâcher si facilement. Demain serait difficile, après-demain aussi. Et le jour suivant. Mais ce soir, au moins, je m'autorisais ce petit réconfort, ce moment de paix avant que le vrai travail ne commence. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Antoine a réintégré la maison, dormant dans la chambre d'amis comme convenu. Se faufilant dans la maison comme s'il avait peur qu'un faux pas ne m'envoie promener. Nous avons suivi une thérapie 2 fois par semaine, assis en face du docteur Laurent. Un thérapeute pragmatique aux cheveux argentés et aux yeux pénétrants, étalant les morceaux brisés de notre mariage. La confiance doit être reconstruite. Nous a-t-il dit lors de notre 3e séance. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une série de petits moments. De petits choix qui créent progressivement une base suffisamment solide pour se tenir debout. Dans ces premiers jours, j'alternais entre la rage, le chagrin et une étrange curiosité détachée. J'avais regardé Antoine faire du café le matin, notant la façon dont il mesurait soigneusement les grains, les 3 minutes précises qu'il laissait infuser, et je me demandais. Était-il aussi méthodique avec Léa? Avait-il aussi des routines matinales? Des moments volés dans des chambres d'hôtel ou son appartement? Parfois, les questions me sortaient. Vive et accusatrice. Lui as-tu dit que tu l'aimais? L'as-tu emmené dans ce restaurant de Lyon, celui où nous avons célébré notre anniversaire? Vous êtes-vous moqué de moi derrière mon dos? Vous êtes-vous tous les deux assis là et vous êtes-vous émerveillés de mon ignorance? Antoine répondait à chacune d'elles, sa voix stable même si la douleur traversait son visage. Oui. Il lui avait dit qu'il l'aimait, bien qu'il ne soit pas sûr de le penser. Non, il ne l'avait jamais emmené dans leurs lieux spéciaux. Ceux-ci restaient sacrés. Et non. Il ne s'était jamais moqué de moi. Si quoi que ce soit, leur culpabilité les faisait éviter de parler de moi tout court. Chaque réponse était une nouvelle coupure. Mais aussi un étrange soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était meilleure que le vortex de spéculation dans mon esprit. Le travail est devenu à la fois mon refuge et mon champ de bataille. Je me suis lancé corps et âme dans mes affaires avec une vigueur renouvelée. Restant tard non pas pour éviter de rentrer à la maison, mais parce que les lignes claires de l'argumentation juridique étaient un réconfort après l'ambiguïté désordonnée de ma vie personnelle. J'ai gagné une affaire importante 3 semaines après le jour J, comme j'en étais venu à penser à la nuit où j'ai découvert l'affaire. Apportant un règlement qui a fait remarquer les associés principaux. Quoi que tu fasses, continue, m'a dit mon patron après l'annonce du verdict. Je ne t'ai jamais vu aussi concentré. Si seulement il savait que mon intensité retrouvée venait de la canalisation de toute ma douleur et de ma colère dans le succès professionnel.
De la détermination sombre à exceller dans au moins un domaine de ma vie alors que l'autre était en ruine. Antoine, fidèle à sa parole, a commencé à chercher de nouveaux postes. Il a eu des entretiens dans 3 hôpitaux, tous nécessitant un trajet plus long, tous offrant des rôles légèrement moins prestigieux que son poste actuel. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en le regardant réorganiser sa carrière pour répondre à mes exigences. Mais elle était éclipsée par le soulagement de savoir qu'il ne verrait pas Léa tous les jours. Léa elle-même était devenue un fantôme dans ma vie. Présente uniquement dans les souvenirs et les occasionnels messages textes auxquels je n'ai jamais répondu. Elle a envoyé une fois des fleurs à mon bureau avec une carte disant simplement « Tu me manques ». Je les ai jetées à la poubelle sans réfléchir. Élise est devenue ma bouée de sauvetage pendant cette période. Elle me contactait quotidiennement. Apportait de la nourriture lorsqu'elle suspectait que je ne mangeais pas correctement, et n'a jamais jugé ma décision d'essayer de sauver mon mariage. Quoi que tu décides, m'a-t-elle dit un soir autour d'un verre de vin. Je suis avec toi. Si tu veux régler les choses avec Antoine, je te soutiendrai. Si tu veux le quitter, je t'aiderai à faire tes valises. Ne prends pas de décision basée sur ce que tu penses devoir faire. Prends-les en fonction de ce que tu veux. Le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. Certains jours, j'apercevais l'Antoine dont je suis tombée amoureuse. Son humour sec, son intelligence tranquille, la façon dont tout son visage s'illuminait quand il parlait d'un patient qu'il avait aidé. Et je ressentais une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions nous retrouver. D'autres jours, le poids de sa trahison semblait insurmontable. Un gouffre trop large pour être franchi. 6 semaines après le jour J, Antoine est rentré avec une nouvelle. J'ai eu une offre, a-t-il dit, posant sa mallette sur le comptoir de la cuisine. De l'hôpital Saint-Louis. Ils veulent que je dirige leur nouvelle initiative de recherche cardiaque. C'est à Lyon, ai-je dit. Les implications étaient immédiatement claires. C'est à 2 heures de route. Il a hoché la tête. Je devrais faire la navette, ou nous pourrions déménager si tu le voulais. Ton cabinet a un bureau à Lyon, n'est-ce pas? La suggestion flottait dans l'air entre nous, chargée de possibilités. Un nouveau départ dans une nouvelle ville, loin des fantômes de la trahison qui hantaient chaque coin de notre vie actuelle. Quand ont-ils besoin d'une réponse, ai-je demandé, gagnant du temps pour réfléchir. Avant la fin de la semaine prochaine, j'y penserai, ai-je promis. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans notre lit. Mon lit maintenant, fixant le plafond, pesant les options. Déménager à Lyon signifierait quitter Élise, quitter la maison que nous avions construite ensemble. Quitter la vie que je connaissais. Mais cela signifierait aussi laisser derrière moi les rappels constants de l'infidélité d'Antoine. Plus de questions s'il et Léa étaient ensemble quand ils rentraient tard. Plus d'évitement de certains restaurants ou cafés parce qu'ils auraient pu y aller ensemble. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et j'ai demandé une réunion. J'envisage la possibilité de me transférer au bureau de Lyon, lui ai-je dit, observant la surprise dans ses sourcils. Mon mari a une offre d'emploi là-bas et nous envisageons de déménager. Je détesterais te perdre, a-t-elle dit, mais je comprends. Laissez-moi faire quelques appels. Voir quelle position elle pourrait avoir disponible. À la fin de la journée, j'ai eu une offre pour rejoindre l'équipe de litige à Lyon avec une légère promotion et une modeste augmentation. Les pièces s'assemblaient avec une facilité qui semblait presque suspecte, comme si l'univers conspirait pour nous pousser vers ce nouveau départ. Ce soir-là, j'ai dit à Antoine l'offre d'emploi. Alors, on fait ça, a-t-il demandé, l'espoir et la crainte se mêlant dans sa voix. Nous déménageons à Lyon. J'ai pris une profonde inspiration, le poids de la décision reposant sur mes épaules. Oui, ai-je dit finalement. Nous déménageons à Lyon. Le soulagement sur son visage était palpable. Merci, m'a dit. Je sais que c'est un grand changement, et je sais pourquoi nous le faisons. Je promets que je ne te décevrai pas. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne faisais pas ça pour lui. Pas vraiment. Je le faisais pour nous. Pour la chance de reconstruire quelque chose qui avait été autrefois beau, pour voir si ce que nous avions était assez fort pour survivre à cette fracture. Ou peut-être que je le faisais pour moi. Pour l'opportunité de découvrir qui j'étais au-delà de la trahison, au-delà de la douleur, au-delà de l'identité de la femme qui avait été trompée. Quoi qu'il en soit, une décision avait été prise. Dans 6 semaines, nous quitterions cette maison,
cette ville, ses souvenirs. Nous commencerions une nouvelle vie à Lyon, emportant avec nous les leçons du passé, mais pas son poids. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un pas en avant, un choix de se déplacer vers quelque chose plutôt que de s'en éloigner. Et pour l'instant, cela suffisait. Lyon nous a accueillis avec une journée d'automne fraîche, le genre qui vous fait apprécier les pulls et le café chaud. Notre nouvel appartement. Un espace élégant et moderne dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville, était l'opposé de notre colonial de banlieue en tout point, ce qui était exactement ce que je voulais. Pas de coin familier où les souvenirs pourraient se cacher. Pas de pièce qui pourrait déclencher des pensées indésirables sur ce qui s'était passé dans notre ancienne maison. C'est parfait, ai-je dit à l'agent immobilier, signant le bail avant même qu'Antoine ait fini de visiter la deuxième chambre. Nous le prenons. Le déménagement lui-même a été cathartique. Nous avons vendu la plupart de nos meubles, ne gardant que les pièces qui avaient des souvenirs positifs ou qui étaient trop pratiques pour être remplacées. Le bureau antique de ma grand-mère. Le fauteuil confortable qu'Antoine m'avait offert pour mon anniversaire. La table de cuisine où nous avions partagé des milliers de repas. Tout le reste, nous l'avons laissé partir, nous débarrassant des restes physiques de notre ancienne vie comme un serpent muant sa peau morte. Antoine a commencé son nouveau poste à Saint-Louis immédiatement. Se lançant corps et âme dans le travail avec un enthousiasme qui me rappelait le jeune médecin ambitieux que j'avais épousé. J'ai commencé au bureau de Lyon de mon cabinet 2 semaines plus tard. M'établissant rapidement comme une force avec laquelle il fallait compter. Nous sommes tombés dans de nouvelles routines, avons découvert de nouveaux restaurants préférés. Avons exploré notre nouveau quartier le week-end. Lentement, presque imperceptiblement, les choses entre nous ont commencé à changer. Les silences sont devenus moins tendus. Les conversations moins gardées. Antoine a commencé à me parler de sa journée sans qu'on le lui demande. Partageant des anecdotes sur ses collègues et ses patients avec une chaleur hésitante à laquelle j'ai trouvé un écho. J'ai commencé à l'inclure à nouveau dans les petites décisions. Quel film regarder, quelle marque de café acheter. Reconstruire la confiance à travers ses choix banals. Pendant des mois après notre déménagement, j'ai accepté de le laisser retourner dans notre chambre. Nous n'avons pas fait l'amour cette nuit-là. Nous nous sommes juste couchés l'un à côté de l'autre dans le noir. Sa présence à la fois familière et étrange. Je ne pensais pas que nous en arriverions là, a-t-il murmuré, tendant la main sous les couvertures. Il y a eu des jours où j'étais sûr que tu partirais. Il y a eu des jours où j'étais sûr de partir aussi, ai-je admis. Qu'est-ce qui t'a fait rester? J'ai réfléchi un instant. De l'entêtement, peut-être, ou de l'espoir. Ou juste la conviction que ce que nous avions valait la peine de se battre, même après tout. Tu ne me mérites pas, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Non, je ne te mérite pas, ai-je convenu. Mais j'ai serré sa main pour adoucir le coup. Mais ce n'est pas le point. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de choisir. Chaque jour, je choisis de rester, de travailler sur nous. Et toi aussi. 2 semaines plus tard, un samedi matin, mon téléphone a sonné avec un message texte. Léa, j'ai entendu dire que tu avais déménagé à Lyon. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. J'ai fixé le message, surprise par le manque d'émotion qu'il a provoqué. Pas de colère, pas de douleur, juste une reconnaissance distante d'une connexion qui avait été importante autrefois. Mais qui était maintenant rompue. J'ai montré le message à Antoine, en observant attentivement son visage pour sa réaction. As-tu été en contact avec elle, ai-je demandé. Non. A-t-il dit fermement. Pas depuis. Pas depuis que tu l'as découvert. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai cru. Il avait fallu du temps, mais j'étais arrivé à un point où je pouvais le croire à nouveau. Où sa parole ne déclenchait pas automatiquement la suspicion et le doute. Je ne vais pas répondre, ai-je décidé, rangeant mon téléphone. Il n'y a rien à dire. Il a hoché la tête. Le soulagement étant évident dans la détente de ses épaules. Je comprends. Nous avons continué notre journée comme prévu. Marché fermier le matin. Déjeuner dans un nouveau bistrot que nous voulions essayer, après-midi au musée des Beaux-Arts. C'était une bonne journée, remplie de petits plaisirs et de conversations faciles. Le genre de journée qui était autrefois courante dans notre mariage, et qui était maintenant précieuse pour sa normalité. Ce soir-là, alors que nous rentrions à pied le long du Rhône.
Le soleil couchant peignant l'eau d'or et de cramoisi, Antoine s'est arrêté et s'est tourné vers moi. J'ai réfléchi, a-t-il dit, son expression sérieuse. À nous, à tout ce que nous avons traversé. J'ai tendu involontairement. Des années de formation juridique me préparant aux mauvaises nouvelles. Le fait est, a-t-il poursuivi, j'ai appris quelque chose d'important de tout cela. J'ai appris que l'amour ne suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut de la confiance, du respect, de l'honnêteté, toutes ces choses que j'ai compromises lorsque je t'ai trahi. J'ai hoché la tête, attendant qu'il arrive au point. J'ai aussi appris que les deuxièmes chances sont rares et précieuses, a-t-il dit en prenant mes mains dans les siennes. Et je ne veux pas gaspiller celle que tu m'as donnée. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite boîte. Et pendant un instant sauvage, j'ai pensé qu'il allait me demander à nouveau en mariage. Comme si nous pouvions repartir à zéro. Au lieu de cela, quand il a ouvert la boîte, j'ai vu 2 simples alliances en platine, de nouvelles alliances. Je pensais peut-être que nous pourrions renouveler nos vœux, a-t-il expliqué. Pas une grande cérémonie ou quoi que ce soit, juste nous deux faisant de nouvelles promesses l'un à l'autre. Des promesses que j'ai l'intention de tenir cette fois. J'ai regardé les anneaux, puis lui, cet homme que j'avais aimé, détesté, et réappris à aimer d'une manière différente, plus lucide. La réponse facile aurait été oui, d'embrasser ce geste romantique de tout cœur. Mais le voyage que nous avions entrepris m'avait appris la valeur de l'honnêteté, même quand c'était difficile. Je ne suis pas prête pour ça, ai-je dit doucement. Pas encore. La déception a traversé son visage, mais il a hoché la tête avec compréhension. Trop tôt. Trop tôt, ai-je confirmé. Mais demande-moi encore dans 1 an. J'aurai peut-être une réponse différente alors. Il a souri, rangeant la boîte dans sa poche. Je peux attendre. Nous avons le temps. Et c'était peut-être le plus beau cadeau de notre nouveau départ. Le temps. Le temps de guérir, de reconstruire, de se redécouvrir sans l'ombre de la trahison qui pesait sur nous. Le temps de créer de nouveaux souvenirs qui finiraient par dépasser les douloureux. Alors que nous continuions notre promenade jusqu'à la maison, main dans la main sous le ciel qui s'assombrissait. J'ai réfléchi au chemin qui nous avait menés là. La nuit où je suis retourné chercher le gâteau que j'avais oublié. La conversation que je n'étais jamais censé entendre. La rupture de la confiance et le processus lent et laborieux de remise en place des morceaux. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas si nous allions réussir à long terme. Si la fondation que nous reconstruisions serait assez solide pour résister aux tempêtes inévitables de la vie. Mais je savais que j'étais heureuse d'avoir choisi d'essayer de me battre pour ce que nous avions plutôt que de m'en éloigner. Car dans ce combat, j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder. J'avais appris que le pardon n'est pas un acte unique mais un choix quotidien. J'avais trouvé que l'amour, même après la trahison, n'est pas aveugle. Il voit clairement et aime quand même. Et peut-être plus important encore, j'avais réalisé que parfois le gâteau que vous allez chercher ne vous mène pas à ce que vous attendiez, mais à ce dont vous aviez besoin depuis le début. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la chance de construire quelque chose de mieux à partir de ses cendres.